cabinet de réflexion. Vous comparez le cabinet de réflexion à un lieu de mort, n'est-ce pas un peu exagéré? Alors non, c'est pas exagéré du tout, parce qu'un cabinet de réflexion, le cabinet sert à quoi? Il est tout noir, on voit un coq, on voit un crâne, on voit des symboles partout, et on te dit si la curiosité t'a conduit ici, va-t'en. On rappelle simplement, es-tu prêt à mourir à ta vie profane pour commencer à naître un chemin d'unité vers la lumière, vers la vérité intérieure? Donc ça ne peut se faire qu'en laissant les valises derrière. Si on veut partir avec toutes les valises, nos croyances, nos convictions, nos certitudes, ça ne peut pas marcher. C'est la différence entre le dogme et la quête, la recherche de la gnose, cette recherche de la vérité. Et la franc-maçonnerie n'est certainement pas la croyance en un dogme, il n'y a aucun dogme en franc-maçonnerie. Il n'y a simplement que du questionnement et du doute. On ne peut pas remplir un bol qui est déjà plein, il faut absolument le vider. Et bien ce cabinet de réflexion sert précisément à entamer cette période de doute pour commencer à révéler d'autres vérités qui se trouvent à l'intérieur de nous, et non pas des dogmes extérieurs qu'on viendrait nous imposer. Donc oui, c'est la mort du monde profane. Pourquoi remplit-on un testament philosophique dans le cabinet de réflexion? Alors, lors de l'attente, mais ce n'est pas une attente, c'est un vrai travail, parce qu'attendre voudrait dire que, pourvu que ça dure le moins longtemps possible, puisqu'on attend. Là, on n'attend rien, on vit le cabinet. Et dans ce cabinet, on a un testament à remplir. Alors le testament, on fait cela quand on va mourir, donc c'est bien la preuve et la démonstration qu'on vient pour mourir à quelque chose, pour renaître à autre chose. Alors maintenant, je vous avouerai que des testaments, j'en ai entendu quelques dizaines, j'ai jamais entendu un seul testament philosophique où j'ai senti une réelle authenticité. Pourquoi? Parce que celui qui est là est très ému d'abord, de deux, il ne sait pas quelle sauce il va être mangé, et puis ce qu'il va écrire, il ne sait pas par qui ça va être lu, donc forcément il est tiraillé. Donc ça n'a aucun autre intérêt, selon moi, hein, c'est une interprétation qui est la mienne, ça n'a aucun autre intérêt que d'occuper l'esprit pour apaiser le mental, pour permettre au candidat d'entrer en loge apaisé, sans que le cerveau se soit agité. Et quand il va rentrer, ses cellules vont pouvoir se nourrir et s'imprégner pleinement de sa cérémonie d'initiation. Mais pour cela, il n'aura pas fallu l'inquiéter dans un cabinet s'il est claustrophobe. J'ai déjà rencontré des candidats claustrophobes, c'est abominable. Alors là, on l'occupe, il s'apaise, il se calme, il est dans la conscience de ce moment de mort et de renaissance, et quand il entre, il est prêt à recevoir la lumière. Vous affirmez que le monde moderne, en repoussant la mort, repousse aussi la vie. Que la franc-maçonnerie redonne un sens rituel à cette loi universelle de l'impermanence des gens et des choses. Ben oui, le problème c'est que notre monde moderne et ses technologies, et je travaille dans le monde profane dans les technologies, donc je ne vais pas vous en dire du mal, sauf que quand je pénètre à l'intérieur du temple, je fais abstraction d'un monde pour rentrer, qui est le monde de la matière, pour rentrer dans le monde du sacré. Et dans le monde du sacré, je veux être en conscience que cette mort est permanente. Or nous, que fait aujourd'hui le monde marchand? Il nous donne l'illusion que nous sommes sur Terre pour une éternité, parce que Google nous promet prochainement de nous rendre immortels, hein, on va vivre jusqu'à 1000 ans, peut-être même plus. Bon, très bien, mais au bout de 1000 ans, quand on va mourir, on va toujours mourir, hein, donc ça ne changera rien. Immortel pour faire quoi? Parce que la question de la vie, comme le disent les Italiens, mieux vaut vivre une seule journée en lion que toute une vie en souris. Donc si c'est pour faire une vie de malheur, de misère, et aujourd'hui, remarquons que beaucoup de gens sont en questionnement sur ce qu'est le bonheur. Le bonheur, la bonne heure, le moment de la verticalité où on est aligné, où on est soi-même. Donc si c'est vivre 1000 ans en attendant la mort, je préfère la vivre en permanence parce que sentir la mort me permet en même temps de sentir la vie. Je sens les deux pulsions. C'est la pulsion de l'éros et du chronos qui sont c'est le thanatos et l'éros qui sont en moi, qui vibrent pleinement et c'est le solvé coagula. C'est sans cesse mourir, renaître, le flux, le reflux de la mer. C'est le principe fondamental de la vie. Éloigner la mort pour nous faire croire qu'elle ne viendra pas tout de suite,
C'est comme se mettre la tête dans le sable en se disant c'est bien, personne ne me voit, mais la mort, elle est toujours là. Et elle est là, elle est à l'intérieur de soi. Donc oui, la franc-maçonnerie nous permet de réintégrer cette partie indissociable de la vie, c'est important. Vous parlez de la caverne de Platon ou encore de la déesse Mat des Égyptiens. Est-ce le même principe que le cabinet? Alors oui, effectivement, le cabinet de réflexion peut être assimilé à la caverne de Platon qui, dans son livre La République, lors d'un dialogue, rappelle donc cette personne, plusieurs personnes qui sont dans une caverne, qui sont éclairées de l'arrière par un feu et qui voient se projeter leurs ombres sur le mur et qui pensent que la lumière, c'est précisément ce qui vient de derrière, jusqu'au jour où il y en a un qui décide de s'engouffrer dans un goulot et de sortir. Et il voit la lumière, il découvre une autre forme de lumière. Et il redescend pour informer les autres. Alors Platon ne nous dit pas ce qui lui arrive, mais on le sait. Si vous avez vu une lumière que les autres n'ont pas vue, deux solutions. On vous tue ou on ne vous croit pas, on vous prend pour un fou. Donc c'est très difficile de s'éveiller, d'être en conscience, parce qu'elle est partagée. Elle est partagée écoutez, Giordano Bruno est le meilleur exemple. La Terre est ronde, il est passé sur un bûcher. Galilée y a échappé parce qu'il était ami avec le pape, mais arrivé avec une vérité, personne ne l'entend. D'abord, on se moque de vous, après on vous conteste et on finit ensuite par vous reconnaître, mais que le chemin est long. Bon, maintenant, si la vocation c'est de convaincre les autres, travaillons sur justement de se réconcilier avec ce fait de vouloir convaincre tout le monde, mais déjà, soi-même, de vivre la lumière et de pouvoir la partager sans dualité, simplement parce qu'on est heureux de l'avoir vécu et d'être dans l'alignement, l'unité, ça s'appelle être dans le bonheur. Et ça ne peut se faire qu'en vivant tout le chemin de la vie et de la mort. Pour conclure, pouvez-vous nous dire pourquoi le cabinet est assimilé à l'élémentaire? Alors pourquoi le cabinet est assimilé à l'élémentaire? En fait, je ferai deux réponses. Déjà, je reviendrai sur la question d'avant qui était incomplète, c'est maths, parce qu'elle est intéressante. C'est que quand à l'époque pré-pharaonique, quand le roi en Égypte mourait, on faisait boire à son fils, pas à lui, lui il était mort, c'était fini, il était dans les couloirs de la mort, en train de faire sa transition pour aller retrouver Math, et vérifier si son âme n'était pas trop lourde, et on mettait une plume pour s'assurer. Mais entre les deux, il y avait un rituel, c'est que son fils, qui allait devenir le futur roi, on lui faisait boire un breuvage qui lui donnait une mort clinique, et pendant que son âme sortait, allait retrouver dans les couloirs de la mort son père, pour que son père lui transmette tous les secrets de sa fonction, de sa charge. Et ensuite, il revenait, le père partait retrouver Maat pour continuer son chemin, et le fils allait régner sur l'Égypte. Et ce principe de transmission est très important, parce que que fait-on dans un cabinet de réflexion? Eh bien, on va dans la terre comme un grain de blé qui va mourir et transmettre génétiquement quelque part au prochain grain de blé. Il va lui transmettre le code qui fait que grain de blé après grain de blé, génération après génération, on est porteur de tout ce qui s'est passé avant en essayant d'être dans la verticalité et d'être dans le présent, la bonne heure. Voilà. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.